Est arrivé dans ma classe un élève de 9 ans, garçon tout mignon, en décompensation psychique grave. Et lorsque j'ai appelé l'enseignant pour lui demander comment s'est passée la scolarité dans sa classe, il est resté quand même, je crois, 1 année et demie dans cette classe, il m'a dit « Ah ben je peux rien vous dire » parce qu'en fait il était assis au fond de la classe et il dérangeait personne. Et ça, c'était ma première familiarisation avec les troubles émotionnels, je dirais, en classe. Et j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur la dépression et les troubles d'apprentissage parce qu'il avait effectivement un trouble d'apprentissage associé. Et ensuite, lorsque je suis allée travailler pour le service d'intégration, c'est-à-dire que j'étais enseignante spécialisée de soutien dans les classes, là, je me suis rendu compte que c'était la catastrophe. Qu'en fait, il y avait très peu d'enfants qui souffraient de troubles émotionnels et comportementaux qui étaient pris en charge. Et pourtant, c'est vrai qu'en Suisse, je dois avouer qu'on est extrêmement bien doté. Nous avons dans toutes les écoles un psychologue scolaire, 1 ou 2 orthophonistes, parfois une infirmière scolaire et maintenant de plus en plus des éducateurs spécialisés dans les écoles. Donc, mais pas de signalement des parents, pas de signalement des enseignants, pas de prise en charge. Donc voilà pourquoi je vais vous parler du travail que vous pouvez faire en tant qu'enseignant. Donc le problème, comme on l'a vu dans la présentation d'Aurélie, quelle que soit la manifestation des troubles émotionnels et comportementaux, même les troubles externalisés, la principale difficulté va résider dans leur dépistage. Les enseignants éprouvent souvent des difficultés à dire est-ce que c'est le moment de signaler cet élève ou pas? Est-ce qu'il a suffisamment de troubles ou pas? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette présentation-là. Alors, je vais d'abord justement définir cette approche dimensionnelle et nosologique un petit peu pour définir les rôles de l'enseignant et du clinicien. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un outil de dépistage et ensuite, je vous présenterai le questionnaire sur les points forts et les points faibles. Et je terminerai par des considérations éthiques. Donc si je reprends le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit que la psychopathologie développementale, pour définir de manière beaucoup plus précise les troubles émotionnels et comportementaux, va utiliser 2 approches complémentaires. Il y a d'abord l'approche dimensionnelle. Dans l'approche dimensionnelle, les troubles émotionnels sont considérés comme étant des comportements, des émotions et des pensées ordinaires qui sont expérimentées de manière plus extrême dans l'intensité, la fréquence et la durée. C'est, si vous voulez, certains comportements qu'on va retrouver dans le développement de l'enfant. Il y a des stades de développement où certains comportements vont se manifester de manière un peu plus intense, mais qui sont liés au développement de l'enfant. Par exemple, si je prends l'enfant qui a 3-4 ans et qui est frustré, et qui fait une crise de colère et qui se roule par terre, c'est un comportement excessif, mais c'est un comportement qui est adapté à son développement. Par contre, si ce même enfant à 8-9 ans reçoit une note qui ne lui convient pas, déchire la feuille et se roule par terre dans la classe, c'est un comportement qu'on va, en tant qu'enseignant, évaluer comme étant anormal. L'approche nosologique, elle, considère que le trouble est défini comme un phénomène qui est exceptionnel, c'est-à-dire une maladie qui nécessite un traitement médical. C'est-à-dire qu'au moment où l'enfant est amené chez un clinicien, qu'il soit psychologue scolaire ou pédopsychiatre, et qu'il y a un diagnostic qui est posé, il y a un traitement qui va se mettre en place. Ça peut être un traitement thérapeutique ou un traitement médicamenteux, suivant la gravité du trouble. Donc c'est pour ça que, en tant qu'enseignante, moi je vais plutôt parler de problèmes émotionnels et de problèmes comportementaux. Et lorsque je vais parler des observations que j'ai fait en classe, je vais me référer plus à des manifestations que j'ai observées. Tandis que lorsque l'enfant est pris en charge par un clinicien, on va nommer le trouble spécifique, par exemple le trouble dépressif ou le trouble anxieux. En fait, ces 2 approches ont significativement influencé la recherche
de ces 40 dernières années au niveau de la littérature, notamment anglo-saxonne, hein, on voit bien que ces deux approches vont se compléter. L'approche dimensionnelle ou statistique va quantifier les comportements observés, c'est-à-dire que dans l'évaluation, on va évaluer l'intensité, la fréquence et la durée, et ceci à l'aide justement d'outils d'inventaire de comportement ou de questionnaires. Hein. Aurélie a parlé du TRF, hein, c'est aussi un questionnaire que je connais très bien parce que je l'ai aussi utilisé dans ma thèse. C'est un inventaire de comportement qui justement va évaluer l'intensité, la fréquence et la durée des comportements. L'approche nosologique ou médicale va, elle, se baser sur des classifications internationales des troubles mentaux. Hein. Là, je vous présente le DSM. Je ne sais pas si en France, on utilise le DSM ou la CIM. Mais voilà, mais elles sont plus ou moins identiques. Et c'est-à-dire qu'on va, je vais vous le montrer là, je vous le montrerai dans la diapositive suivante, où on va évaluer le trouble à partir de critères diagnostiques. En fait, l'avantage d'utiliser ces deux approches, c'est qu'on va avoir un regard croisé entre l'enseignant et le clinicien. Hein. C'est-à-dire que l'enseignant va faire des observations en classe, hein, comme l'a bien démontré Aurélie, sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan social, qui vont permettre de contribuer à la pose d'un diagnostic. Hein. Donc l'enseignant, lui, va plutôt être dans l'observation de manifestations de problèmes comportementaux ou émotionnels, et c'est ce qu'on appelle le dépistage, et si ça se fait assez rapidement, c'est du dépistage précoce. Donc en fait, ces outils, ces questionnaires d'évaluation, hein, on en a eu un exemplaire avec le CBCL et le TRF. Moi, je connais la dénomination anglaise. Il y a ce qu'on appelle des hétéro-évaluations, hein, c'est-à-dire que l'évaluation est faite par quelqu'un d'externe. Hein, c'est soit l'enseignant, soit le parent, soit l'éducateur qui complète le questionnaire. Et certains questionnaires, il y a également la version, je dirais plutôt du jeune, hein, parce que pour pouvoir compléter le questionnaire, l'enfant doit déjà avoir un niveau de lecture qui est suffisamment important pour qu'il puisse comprendre ce qu'il lit et ce qu'il doit cocher dans le questionnaire. Il existe également des questionnaires de personnalité qui ciblent justement plutôt les troubles mentaux à diagnostiquer. Et le rôle du clinicien, c'est vraiment de faire une anamnèse et de poser un diagnostic à partir justement des critères diagnostiques qui sont dans justement dans le DSM ou dans la CIM. Donc voilà. Je vous donne juste un exemple, hein, par exemple l'anxiété de séparation. Pour pouvoir poser un diagnostic, le clinicien doit pouvoir identifier au moins 3 symptômes qui sont décrits parmi les 8. Et chez l'enfant, ces symptômes doivent se manifester au minimum durant 4 semaines. Hein. Suivant les différents troubles, il y a une liste de symptômes et puis chez les enfants, c'est souvent dans un laps de temps très court, hein, pour pouvoir poser le diagnostic. Chez les adultes, parfois, excusez-moi, les symptômes doivent se manifester pour au moins 6 mois, mais chez les enfants, c'est souvent 4 à 6 semaines. Et voilà le type de questionnaire que vous devrez compléter pour faire du dépistage précoce. Hein. En fait, là, ce questionnaire, il y a toute une série d'items auxquels vous devrez répondre sur une échelle de Likert. Là, il y a 3 possibilités. Alors, il y a certains questionnaires où il y a 4 possibilités, 5 ou 6. En fait, la distinction, ce n'est pas le nombre de possibilités, c'est-à-dire, bon, ben, plus il y a de points, plus on va nuancer l'observation, mais il y a une distinction qui se fait entre cette échelle de Likert s'il y a 3 possibilités ou 4 possibilités, si c'est pair ou si c'est impair. Si c'est pair, on va forcer la personne qui complète le questionnaire à prendre une position. Est-ce que ce comportement est vraiment normal ou est-ce qu'il est à risque? Et lorsque on a un nombre impair de possibilités,
souvent on laisse la possibilité à l'enseignant de se positionner, ou à la personne qui complète le questionnaire de se positionner au milieu, sans prendre vraiment position. Dans quel contexte un enseignant est-il amené à utiliser un inventaire de comportement? Alors j'ai identifié dans la littérature 3 possibilités différentes. Il y a déjà l'identification pour le dépistage des élèves, c'est-à-dire qu'on va mener des investigations un petit peu plus poussées, parce qu'on a observé que l'enfant avait des comportements qui nous semblaient anormaux, mais juste par l'observation, on n'est pas sûr si ces comportements sont vraiment anormaux, s'ils se produisent souvent. Donc c'est vrai qu'en utilisant un questionnaire, ça va nous permettre d'avoir une observation qui est plus précise. Ou alors mettre en place des mesures de soutien adaptées, ou signaler aux parents ou à un clinicien. C'est vrai qu'en Suisse, par exemple, comme on a un psychologue scolaire à disposition dans l'école, c'est vrai qu'on peut compléter le questionnaire et aller poser la question au psychologue et dire qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut la peine d'en parler aux parents et de pousser un peu plus l'investigation, ou est-ce qu'on essaye de mettre en place quelque chose en classe et puis on verra comment ça fonctionne. Il y a le diagnostic du trouble mental, c'est-à-dire que lorsque l'enfant est pris en charge par un clinicien pour poser un diagnostic, eh bien parfois il peut être demandé à l'enseignant de compléter certains questionnaires. C'est parfois des questionnaires qui sont plus ciblés sur un trouble, par exemple comme le questionnaire de Conners qui est ciblé sur le diagnostic du trouble du déficit de l'attention. Parfois, justement, les neuropsychologues utilisent aussi souvent le BRIEF pour diagnostiquer le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est un questionnaire qui va évaluer le fonctionnement exécutif. Et la troisième, et qui pour moi est probablement celle qui est la plus importante, c'est les évaluations des interventions en classe ou des mesures de prévention qu'on a mis en place. Parce que souvent, on met en place des choses et puis on se dit à la fin, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, si on ne mesure pas, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai que le questionnaire que je vais vous présenter, je trouve que c'est un questionnaire qui est vraiment efficace pour faire un pré-test, c'est-à-dire d'évaluer l'enfant. Et après, je mets en place des aménagements dans la classe. Ça peut être des règles de vie, ça peut peut-être être avec l'enfant un contrat de comportement avec lui, ça peut être peut-être des apprentissages socio-émotionnels. Et au bout de quelques temps, je vais évaluer si ce que j'ai mis en place a fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et ça me permet d'avoir justement une vision un petit peu plus précise de ce qu'il faut faire avec cet élève. Donc, dans le milieu scientifique, ces échelles sont reconnues pour présenter un grand nombre d'avantages. Ce qu'il faut savoir, c'est que les échelles sont conçues par des psychologues et souvent utilisées par des psychologues, mais certaines d'entre elles peuvent être utilisées à l'école. En fait, l'avantage avec ces échelles, c'est qu'elles présentent une certaine objectivité. Ce sont des outils qui ont été validés au niveau scientifique, empiriquement. Donc, elles sont souvent très fiables. Elles permettent rapidement d'identifier les forces et les déficits potentiels des enfants. Elles permettent une comparaison des comportements à la maison, à l'école. Souvent, ce n'est pas les mêmes comportements. Si on a par exemple un enfant qui a des comportements plutôt inhibés, il peut très bien avoir des comportements externalisés à la maison parce qu'il se sent en sécurité. Et des comportements beaucoup plus internalisés à l'école. Donc cette différence d'évaluation entre les parents et les enseignants se complète plus qu'elle ne se contredit. Ça nous permet d'avoir une idée de comment ça se passe à la maison et à l'école. Elles sont assez simples et faciles à utiliser et elles ne sont souvent pas onéreuses. Celle que je vais vous montrer, elle est accessible gratuitement sur Internet. Le temps de passation est relativement court et puis elles permettent très rapidement d'avoir toute une série d'informations. Donc je vais vous présenter cet outil qui s'appelle le SDQ, qu'on peut télécharger en ligne.
Alors, pour donner des informations générales sur ce questionnaire, en français, ce questionnaire s'appelle le questionnaire sur les points forts et les points faibles. Il y a différentes versions de ce questionnaire. Il y a l'évaluation faite par les parents, par l'enseignant, et il y a également l'auto-évaluation qui peut être faite. On a 2 questionnaires pour l'auto-évaluation, celle pour les 11-17 ans et celle pour les 18 ans et plus. Le questionnaire recouvre une population qui est relativement large, parce que ça va de 2 à 17 ans. Et il y a même maintenant la version pour les jeunes adultes. Ce questionnaire a été traduit en 86 autres langues, en plus du français. Et il a l'avantage justement d'avoir été validé scientifiquement dans de très nombreuses études. Et encore aujourd'hui, c'est un des questionnaires les plus utilisés dans les études, notamment sur l'évaluation des troubles émotionnels et comportementaux, sur l'évaluation des compétences sociales, notamment dans les interventions où on intervient sur les apprentissages socio-émotionnels. Il faut environ 20 à 30 minutes pour faire la passation et l'interprétation. Comme on l'a déjà vu, il se situe sur 3 niveaux de cotation et puis il évalue plusieurs dimensions. Il évalue les problèmes émotionnels, les problèmes comportementaux, les problèmes d'hyperactivité et un petit peu d'inattention. Mais pour moi, ce questionnaire est très important parce qu'il évalue les problèmes relationnels et les compétences prosociales. Ça, c'est vraiment, je pense, les dimensions qui sont les plus importantes pour un enseignant et sur lesquelles on peut intervenir en classe. Pour compléter ce questionnaire, il est important justement de connaître et d'observer l'enfant au moins depuis 6 mois, mais déjà à partir de 3 mois, on peut compléter le questionnaire. Ce questionnaire, il a des qualités psychométriques. On parle de cohérence interne, c'est-à-dire que dans chaque dimension, c'est-à-dire problèmes émotionnels, problèmes comportementaux, il y a une série d'items et on évalue si ces items sont bien corrélés à la dimension et qu'ils évaluent vraiment ce pourquoi ils sont conçus, justement pour la dimension des problèmes émotionnels. Je vous ai mis en bleu les qualités psychométriques de la version enseignante et là on voit que dans chaque dimension les items correspondent bien au titre de la dimension, puisque les résultats sont acceptables à excellents. Plus les résultats s'approchent de 1, plus ils sont bons. Il y a également une très bonne fidélité test-retest, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise le questionnaire à un moment donné et qu'on le refait passer 2-3 semaines plus tard, on a des résultats qui sont assez similaires. Il a également une validité concordante. Par exemple, si on fait passer le questionnaire des points forts et des points faibles avec justement le TRF, on va constater que ces 2 questionnaires évaluent au niveau des dimensions, que ce soit des dimensions des problèmes internalisés ou des problèmes externalisés, ils évaluent la même chose. Donc là, le résultat est excellent. Ensuite, il y a 2 analyses. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait ça statistiquement parce que c'est assez complexe, mais c'est intéressant à noter puisque je vous ai parlé des vrais positifs et des faux négatifs. Le questionnaire SDQ est capable d'identifier les vrais positifs. C'est-à-dire que dans un échantillon, on a évalué les enfants sur les problèmes émotionnels, comportementaux, d'hyperactivité, les compétences prosociales et sociales. Et on a fait passer le SDQ et on se rend compte quand les enfants ont des difficultés, le SDQ est capable de les identifier. Par contre, il y a aussi pas mal de faux négatifs, c'est-à-dire qu'il manque un certain nombre d'enfants. Et malheureusement, c'est souvent les problèmes émotionnels, puisque ce sont en général des comportements inhibés. L'enseignant a un petit peu plus de mal à les percevoir et les identifier. Donc, ce questionnaire a de très bonnes qualités. Il est déjà accessible en ligne, il est gratuit et les scores sont assez faciles à établir. Il dépiste très bien les problèmes comportementaux et les difficultés socio-relationnelles. Il est un peu moins efficace pour les problèmes émotionnels.
Il y a la concordance entre le questionnaire rempli par les parents et les enseignants est faible, mais on sait que c'est dans un contexte différent. Je pense que la principale limite, c'est que le SDQ n'offre pas de proposition d'intervention après interprétation des résultats. Si vous faites passer le questionnaire en ligne et que vous payez, je crois, $1, vous avez droit à l'interprétation et à des pistes d'intervention. Voilà, je vous propose juste de prendre le temps de lire cette situation clinique et on interprétera après le questionnaire à partir de cette situation clinique. À l'interprétation qui est un petit peu complexe. Dans la version en ligne, vous n'avez pas la numérotation que j'ai rajoutée. C'est pour ça que je vous mettrai à disposition un questionnaire qui est numéroté parce que c'est plus facile à interpréter. Alors, une fois que l'enseignant a coché si le comportement correspondait à l'enfant un peu vrai ou pas vrai ou souvent vrai, il va aussi compléter si les difficultés qui ont été cochées dans le questionnaire ont un impact sur différents domaines en classe. Et pour l'interprétation, on va justement établir les scores, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque item et on va, c'est plus facile avec la numérotation, on va rechercher l'item dans les différentes dimensions et on va entourer le bon score. Et ensuite, pour chacune des dimensions, on va faire le total des scores obtenus ainsi que le total du score global. Ce qui nous permet, ici on a la version enseignante, d'aller voir où se situe l'enfant au niveau des comportements qu'il a manifestés. C'est-à-dire, est-ce que les comportements sont normaux? Est-ce qu'ils sont à risque ou ils sont anormaux? Et ensuite, on a également un tableau récapitulatif qui nous permet de situer l'enfant. Alors, dans la première ligne, on a le score global et alors là, on voit qu'il est anormal. Les troubles émotionnels sont aussi dans la zone anormale, comme l'hyperactivité, les troubles relationnels et les troubles prosociaux. Alors, pour les troubles relationnels et prosociaux, c'est un peu normal puisque cette fillette présente un trouble du spectre de l'autisme. Donc elle a un petit peu ses compétences sociales qui sont altérées. Mais sinon, ce qu'on peut constater au niveau de l'interprétation de ce questionnaire, on va constater qu'il y a des difficultés émotionnelles, qu'il y a une hyperactivité et des difficultés attentionnelles et les difficultés relationnelles et sociales qui, à mon avis, ont toujours été présentes. Ce qui s'est passé dans cette situation, c'est que, en discutant avec la maman, on lui a conseillé de s'adresser à un centre. Il y a un centre à Lausanne qui s'appelle le centre Libellule, qui est spécialisé pour les troubles neurodéveloppementaux. Et ce centre a assez rapidement pris en charge cette fillette, qui d'ailleurs a très très bien évolué par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait un TDAH associé. Et ça perturbait beaucoup sa scolarité. Et du moment qu'elle a pu être prise en charge, à ce niveau-là, ça a amélioré beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que les enseignants avaient signalé les difficultés, on a investigué et du coup, on a pu poser un diagnostic. Et ça, c'est aussi ce qui est important, c'est que la prise en charge a été très rapide et aujourd'hui, cette fille a 14 ans et elle suit sa scolarité sans trop de difficultés, à part celles qui sont liées aux troubles du spectre de l'autisme. Voilà le lien pour aller voir sur le site. Vous tombez sur la French
la partie French. Et là, vous avez tous les questionnaires, les interprétations qui sont disponibles. Voilà, je vous présente aussi celui-là. En fait, c'est juste ça, c'est pas un questionnaire, c'est juste une taxonomie que j'ai pris dans le livre de Massé et al. Alors, en tant qu'enseignant, si vous devez acheter un livre sur les troubles émotionnels et comportementaux, c'est celui-là, parce qu'il fournit toute une série d'outils et c'est vraiment un outil clé en main. Donc, si vous mettez en place certaines interventions, vous pouvez justement utiliser ce questionnaire. Alors, il n'y a pas d'interprétation, mais par contre, vous pouvez comparer, faire comment ça se passait, quelles sont les compétences socio-émotionnelles qui ont été développées au départ et qu'est-ce qui s'est amélioré par la suite. Alors, je vais terminer par quelques considérations éthiques sur la détection et l'intervention précoce des troubles émotionnels et comportementaux. En fait, le but, c'est pas de dépister un trouble ou un autre pour coller une étiquette aux élèves qui manifestent justement ces problèmes émotionnels. Pour des raisons éthiques, et ça c'est la littérature scientifique qui le souligne très fortement, lorsque l'école identifie des problèmes émotionnels et comportementaux, il est en son devoir de fournir les soutiens adaptés et diversifiés dans un délai correct. C'est-à-dire que lorsqu'on a dépisté des difficultés, il faut pouvoir mettre en place quelque chose le plus rapidement possible. Que ce soit des aménagements en classe, au départ on peut déjà commencer par mettre des aménagements en classe, ce n'est pas nécessaire de tout de suite envoyer ces enfants chez un clinicien pour un diagnostic, mais il faut mettre en place des choses et voir si ça fonctionne pour pouvoir après aller plus loin. En fait, l'OMS considère que les troubles mentaux chez les enfants et les adolescents sont considérés comme un problème majeur en santé mentale et qu'il faut les identifier et mettre en place des interventions le plus rapidement possible. En fait, la détection et l'intervention sont deux entités d'un même processus. Mais ce sont deux entités autonomes, parce que celui qui fait la détection n'est peut-être pas celui qui met en place l'intervention, mais elles sont intrinsèquement liées. C'est-à-dire que chaque détection, je me répète, mais chaque détection doit être suivie d'une intervention. Voilà, et c'est ce qu'on verra par la suite. Et ce sont les recommandations de l'OMS de mettre en place justement des programmes de dépistage précoce et des programmes de prévention dans les écoles.